Votre badge ne fonctionne pas, a déclaré la sécurité, dans l'usine sidérurgique que j'avais passé 26 ans à perfectionner. Le fils du PDG a souri. C'est une décision de la direction, venue d'en haut, a-t-il dit. Je reprends votre projet. J'ai souri à mon tour. Nous verrons bien, ai-je gardé pour moi, en silence. 6 heures plus tard, toute l'usine s'est arrêtée, et il m'appelait déjà. Le sol de l'usine est devenu silencieux comme une tombe, à 6h47 précis. C'est à ce moment-là que l'on sait que quelque chose va très mal, dans la fabrication de l'acier. Je me tenais là, observant 380 ouvriers qui venaient d'interrompre brusquement leur travail. Les écrans étaient noirs, et les machines refusaient de lancer leur cycle suivant. Le superviseur du matin est arrivé en faisant du footing, de la sueur coulant déjà sur son front, malgré le froid d'octobre. Gary, tout le système est bloqué. Personne ne peut accéder à quoi que ce soit. Les lignes de production sont à l'arrêt, les contrôles qualité aussi, et même le suivi de base des stocks. Il a repris son souffle. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je savais exactement ce qui s'était passé. Je m'appelle Gary Hoffman, j'ai 49 ans, et cela fait 26 ans que je travaille dans cette usine sidérurgique. J'ai commencé comme ingénieur de terrain, juste après mon service dans le corps des marines. J'ai gravi les échelons, jusqu'à devenir responsable senior des opérations. Hier matin, ils m'ont bloqué l'accès à mes propres systèmes. Aujourd'hui, ils découvrent ce que cela signifie vraiment. Laissez-moi revenir en arrière. Il y a 18 mois, notre société mère m'a collé sur les bras un projet d'efficacité de 1,6 million de dollars. La productivité de l'usine avait chuté de 15%, et le gaspillage avait augmenté de 20%. Au siège, on parlait de nous fermer, si nous ne redressions pas la barre. Ils m'ont donné les pleins pouvoirs, pour tout repenser, le flux de travail, l'emplacement des équipements, et les protocoles de qualité. Je n'ai pas seulement réorganisé l'atelier, je l'ai reconstruit depuis ses fondations. J'ai étudié chaque goulot d'étranglement, chaque mouvement inutile, et chaque passage de témoin raté. J'ai passé des nuits entières ici, avec un chronomètre et un presse-papier, à cartographier les flux de matériaux comme des plans de bataille. Les algorithmes que j'ai développés n'étaient pas de simples formules sur un tableur, ils découlaient de 26 ans de pratique, à comprendre exactement comment cet endroit fonctionnait. Cette usine est là depuis 1953, et 3 générations de familles ont travaillé sur ces mêmes lignes, pour fabriquer des pièces automobiles et de l'acier structural. Mon grand-père a aidé à bâtir le site d'origine. Mon père y a travaillé pendant 35 ans, avant de prendre sa retraite. Quand le groupe corporate nous a rachetés il y a 5 ans, ils n'ont pas compris ce qu'ils venaient d'acquérir. Ils voyaient du matériel vieillissant, et des ouvriers âgés. Moi, je voyais la colonne vertébrale de l'industrie américaine. La première chose que j'ai faite, ça a été de parcourir chaque mètre carré de cet atelier, directement avec les ouvriers. Pas avec les superviseurs, ni avec les chefs d'équipe, mais avec les gens qui touchent réellement au produit, 8 heures par jour. Danny Murphy, de la station 12, m'a montré comment le système de convoyeur créait un retard de 52 secondes, à chaque cycle. Les pièces arrivaient sous le mauvais angle. Maria Gonzalez, du contrôle qualité, m'a expliqué pourquoi la séquence d'inspection était à l'envers. Nous attrapions des problèmes qui auraient dû être évités, 3 stations plus tôt. Personne ne leur avait jamais posé la question auparavant. J'ai passé 3 mois uniquement à écouter, à apprendre que la documentation officielle des processus n'avait pas été mise à jour. Depuis 7 ans, j'ai découvert que la moitié de nos problèmes d'efficacité venaient du fait que les ouvriers créaient des solutions de contournement pour corriger des défauts de conception que la direction ignorait totalement. Ces gens ne se contentaient pas de suivre des procédures,
ils évitaient activement des catastrophes au quotidien, sans jamais en tirer le moindre crédit. La refonte a pris 14 mois. Mettre en œuvre. Nous n'avons pas arrêté la production. À la place, j'ai créé un système de mise à niveau progressive, en optimisant une section à la fois, pendant que le reste continuait de tourner. Chaque changement a été testé par les personnes qui devaient l'utiliser. Chaque amélioration a été expliquée aux ouvriers avant la mise en place, et non après. La résistance est venue du cadre moyen, pas du terrain. Les superviseurs s'inquiétaient du fait qu'autonomiser les ouvriers les rendrait inutiles. Les chefs de département se plaignaient que les nouveaux protocoles leur imposaient de comprendre réellement les processus qu'ils géraient. L'ancien système leur permettait de diriger par indicateur et par rapport. Le nouveau système exigeait d'eux qu'ils gèrent en marchant dans l'usine et en parlant aux gens. Mais les chiffres ne mentent pas. En l'espace de 8 mois, la productivité a augmenté de 18% et le gaspillage a chuté de 25%. Les accidents du travail ont diminué de 30% parce que les nouveaux aménagements étaient logiques, au lieu d'être simplement jolis sur le papier. Plus important encore, les gens ont recommencé à s'intéresser à leur travail. Quand vous demandez son expertise à quelqu'un, et que vous l'utilisez vraiment, cette personne s'investit naturellement dans les résultats. La direction générale l'a remarqué. D'autres usines ont commencé à demander mes protocoles. On m'a invité à intervenir dans des conférences industrielles et des publications du secteur. On voulut présenter notre redressement. Pour la première fois de ma carrière, j'avais l'impression de bâtir quelque chose de durable, quelque chose qui comptait au-delà des chiffres du trimestre. C'est à ce moment-là que Jason Webb a fait son apparition. Tout juste diplômé d'un MBA de Harvard, âgé de 28 ans, il a été engagé comme directeur de projet, pour superviser la phase finale de mise en œuvre. Il se trouvait être également le fils du PDG, bien que cela n'ait pas été mentionné dans l'annonce officielle. C'était l'idée du siège, d'ajouter une supervision stratégique à mon projet. Jason maîtrisait tous les mots à la mode. Transformation numérique, optimisation fondée sur les données, flux de travail synergique. Il avait aussi l'oreille de son papa, ainsi que le soutien du nouveau directeur financier, Richard Caldwell. Ce dernier avait été recruté 10 mois plus tôt, pour moderniser notre approche opérationnelle. Caldwell venait du secteur technologique. Il était convaincu que la fabrication n'était qu'un problème informatique de plus, à résoudre avec les bons algorithmes et les bons tableaux de bord. Pour lui, Jason incarnait l'avenir, jeune, instruit et maîtrisant parfaitement le langage des affaires modernes. Moi, je représentais le passé. Une expérience à l'ancienne, dans un monde qui prétendait ne plus en avoir besoin. Ce qui me dérangeait vraiment, c'est que Jason n'avait jamais passé une seule journée sur un plateau de production. Il n'avait jamais été confronté à la réalité de la gestion de 380 personnes, qui se pointent à 6 heures du matin, que les systèmes fonctionnent ou non. Jason a commencé à assister à mes réunions, à demander à revoir ma documentation, et à vouloir des copies de tout. Je me mets juste à niveau, disait-il, je veux comprendre toute l'étendue du projet, pour mieux vous soutenir. Il était poli, enthousiaste, et plein d'éloges pour ce que j'avais accompli. Je me suis dit qu'avoir le soutien de la direction ne pouvait pas faire de mal. Le projet fonctionnait, les chiffres ne mentaient pas, et je n'avais rien à cacher. Ce fut ma première erreur. Jason était intelligent, je dois lui reconnaître cela. Il n'a pas attaqué mes résultats directement. Au lieu de cela, il a commencé à remettre en question mes méthodes. En réunion, il mentionnait des meilleures pratiques du secteur, qui montraient soi-disant de meilleures approches. Il apportait des articles sur la pensée héritée qui freinait l'innovation industrielle, toujours sous forme de suggestions constructives, sans jamais formuler de critiques directes.
Mais j'ai commencé à remarquer le schéma. Chaque suggestion impliquait de remplacer le jugement humain par des systèmes automatisés. Chaque amélioration signifiait moins d'ouvriers prenant des décisions, et plus d'algorithmes pour les prendre à leur place. Jason ne cherchait pas à optimiser ce que nous avions construit. Il voulait le remplacer par quelque chose qui ne nécessitait pas des gens comme moi pour être compris. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est quand Lisa Rodriguez, notre superviseur d'usine, m'a pris à part. Lisa est ici depuis 22 ans, et elle a gravi les échelons depuis la ligne de production, grâce à sa pure compétence. Elle connaît chaque ouvrier par son nom, et maîtrise chaque processus sur le bout des doigts. Gary, il y a quelque chose de louche. Jason pose des questions sur tes algorithmes, mais ce ne sont pas des questions normales. Il veut savoir ce qui se passe si certains protocoles sont modifiés. Il n'arrête pas de pousser des scénarios où les systèmes pourraient échouer. Elle a baissé la voix. Il parle aussi à des gens de transition de leadership durable, et de protocole de transfert de connaissances. Cette expression m'a déplu. Le transfert de connaissances signifie généralement une seule chose dans le monde des entreprises, on s'apprête à licencier quelqu'un, et on veut s'assurer que son travail puisse continuer sans lui. Quel genre de scénario demande-t-il? Des périodes de pic de production, des surcharges système. Ou ce qui arrive si les boucles de rétroaction des ouvriers sont désactivées. Que se passe-t-il si les algorithmes tournent sans la composante de supervision humaine? Lisa a marqué une pause. Gary, ce ne sont pas des questions d'optimisation. Ce sont des questions de sabotage. Ce soir-là, je suis resté tard pour vérifier les journaux système. Ce que j'ai trouvé m'a tordu l'estomac. Jason avait fait des modifications, de petites modifications enfouies profondément dans des sous-programmes complexes, mais des modifications tout de même. Il avait modifié les protocoles de gestion des erreurs, ajusté les séquences de temporisation, et altéré les mécanismes de rétroaction qui permettaient aux ouvriers de signaler les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Lorsque j'ai lancé des projections sur ces modifications, elles n'amélioraient rien. Au contraire, elles introduisaient des points de défaillance potentiels. Les changements étaient subtils mais systématiques, conçus pour créer exactement le genre de panne en cascade qui rendrait l'ensemble du système instable sous pression. Je l'ai confronté dès le lendemain matin. Jason, j'ai remarqué des altérations dans les protocoles de base. Peux-tu m'expliquer la logique? Il n'a pas hésité une seconde. Juste quelques calibrages mineurs, basés sur les dernières données de performance. Rien qui ne change ton approche fondamentale, juste une optimisation de l'exécution. Il a sorti une présentation que je n'avais jamais vue, des graphiques, des diagrammes, et des projections montrant 25% d'amélioration par rapport à la référence. Le problème, c'est que les données ne correspondaient pas à ce que je voyais sur le terrain. Certaines métriques qu'il citait n'existaient même pas dans nos systèmes de suivi. D'où viennent ces chiffres? D'une modélisation prédictive, basée sur les normes du secteur et l'analyse de capacité du système. Jason faisait défiler les diapositives avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à expliquer une panne de ligne de production à 380 ouvriers en colère. Les algorithmes montrent une marge d'amélioration significative, si nous parvenons à éliminer certains goulots d'étranglement actuels. Par goulot d'étranglement, il entendait les protocoles de sécurité et les systèmes de supervision humaine qui évitaient les catastrophes. C'est là que j'ai compris ce qui se passait. Jason ne cherchait pas à améliorer mon projet, il le configurait pour qu'il échoue, d'une manière qui rendrait sa propre solution indispensable. Ces modifications provoqueraient des conflits système pendant les pics de production, créeraient des ralentissements qui ressembleraient à des défauts de conception, et généreraient de faux rapports d'erreur pour donner l'impression que tout était instable. Quand le projet s'effondrerait, il serait là avec ça.
Version améliorée, prêt à sauver la situation avec un système entièrement automatisé qui éliminerait la plupart des emplois et délocaliserait le reste au Mexique. Caldwell aurait sa solution moderne pilotée par la technologie, Jason aurait sa promotion et prouverait sa valeur à son père, les 380 familles dépendants de cette usine recevraient leur lettre de licenciement, et moi. Je serais le vieux dont l'approche dépassée n'a pas su gérer les exigences de l'industrie moderne. J'ai commencé à préparer ma défense ce soir-là. La première chose a été de sauvegarder tous mes algorithmes d'origine sur un serveur personnel, avec horodatage et journaux de modification, pour prouver ce que j'avais construit face à ce que Jason avait altéré. Ensuite, j'ai eu des conversations discrètes avec des personnes clés. Carl Peterson, notre chef de la maintenance, a confirmé mes soupçons. Jason pose des questions sur les limites de tolérance des équipements. Il veut savoir ce qui se passe si les systèmes sont poussés au-delà des spécifications, disant qu'il doit comprendre les modes de défaillance pour la gestion des risques. Carl s'est arrêté. Gary, ce ne sont pas des questions de gestion des risques. Ce sont des questions de sabotage. Rachel Coleman, du syndicat, avait ses propres inquiétudes. Il se renseigne sur les procédures de réclamation et demande à quelle vitesse nous pouvons remplacer des ouvriers en cas de problème de performance pendant la transition. Il parle d'amener des prestataires temporaires, plus adaptables aux nouveaux systèmes. Eddie Walsh, qui gère nos contrats de maintenance du matériel, m'a donné l'information la plus grave. Jason m'a contacté directement pour modifier certains protocoles de sécurité dans nos contrats de service. Il voulait savoir si nous pouvions rationaliser certains systèmes de redondance pour améliorer l'efficacité. Je lui ai dit que tout changement devait d'abord passer par toi. Eddie et moi nous connaissons depuis 17 ans. Il n'a pas aimé ma réponse, et a commencé à se renseigner pour remplacer notre contrat de maintenance par une entreprise plus flexible sur les normes de sécurité. L'image devenait plus claire. Jason ne planifiait pas seulement de saboter mes algorithmes, il retirait systématiquement chaque filet de sécurité, chaque système de contrôle humain, et chaque contrôle qualité basé sur les relations professionnelles qui faisaient fonctionner l'usine. Lorsque les pannes inévitables surviendraient, il blâmerait les systèmes obsolètes, les ouvriers réfractaires, et les exigences de sécurité irréalistes. Ensuite, il appliquerait sa solution, un système entièrement automatisé avec un minimum d'intervention humaine, des protocoles de sécurité simplifiés, et des contrats de maintenance privilégiant le coût par rapport à la fiabilité. Cela rendrait très bien dans les rapports trimestriels, jusqu'à ce que quelqu'un se blesse gravement, ou que l'usine subisse une panne catastrophique. Une semaine avant le lancement final, j'ai été convoqué à une réunion du conseil d'administration. Caldwell était là, ainsi que Jason et 2 cadres du siège que je ne connaissais pas. Ils avaient des graphiques et des présentations prêts, ce qui m'a fait comprendre qu'il ne s'agirait pas d'une discussion. Gary, nous apprécions tout ce que tu as construit ici, a commencé Caldwell. Les améliorations ont été significatives. Cependant, nous avons identifié des inquiétudes concernant la pérennité de ton approche. Jason a pris le relais en affichant sa première diapositive. Les systèmes conçus par Gary fonctionnent, mais ce sont essentiellement des boîtes noires. Si quelque chose tourne mal, lui seul peut les réparer. Cela crée un risque inacceptable pour une opération de plusieurs millions de dollars. Nous avons besoin de protocoles plus transparents et normalisés. Chaque inquiétude qu'ils soulevaient était fabriquée de toutes pièces. Chaque risque qu'ils identifiaient avait été créé par les modifications de Jason. Mais ils avaient les mots à la mode de l'entreprise, des graphiques colorés, et la confiance propre à ceux qui n'ont jamais à expliquer une panne de production à de vraies personnes. Nous pensons qu'il vaut mieux que je prenne le contrôle.
Opérationnel pour la phase finale de mise en œuvre, a conclu Jason. Gary peut rester impliqué en tant que consultant, mais nous avons besoin de quelqu'un avec un regard neuf pour gérer l'exécution quotidienne. Ils m'ont tendu un organigramme révisé, avec Jason comme directeur opérationnel principal, et mon nom déplacé au poste de conseiller technique senior. Plus d'accès au système. Plus d'autorité directe, juste des avis utiles lorsqu'ils en feraient la demande. Ils m'ont retiré mes accès cet après-midi-là. Badge de sécurité désactivé, compte système suspendu, et même ma place de parking réattribuée. Mesures temporaires, ont-ils dit, juste le temps de la transition de l'autorité opérationnelle. Jason m'a raccompagné à ma voiture, débordant de fausses sympathies et de politesse professionnelle. Ne le prends pas personnellement, Gary. Ton travail ici a été incroyable, nous devons juste assurer la continuité pour la suite. Il s'est arrêté devant la portière du conducteur. Repose-toi un peu, tu l'as mérité. Je suis rentré chez moi, et j'ai passé la soirée à examiner mes serveurs de sauvegarde, 18 mois de travail qui allaient être déformés pour devenir la victoire de quelqu'un d'autre. Mais alors que j'étais assis là, quelque chose a changé dans ma façon de penser. Il pouvait me bloquer l'accès au bureau, mais il ne pouvait pas me couper des relations que j'avais bâties. La confiance que j'avais gagnée auprès des ouvriers, des fournisseurs et des représentants syndicaux ne se transférait pas simplement parce qu'il avait changé mon titre sur un organigramme. C'est là que j'ai commencé à passer des coups de téléphone. Mon premier appel a été pour Lisa. Ils m'ont retiré mes accès, lui ai-je dit, c'est Jason qui dirige la baraque maintenant. Sa réaction a été immédiate, c'est absurde. Il ne connaît pas la moitié de ce que tu as construit. Que dis-je, il n'en connaît pas le quart. Ça n'a pas d'importance, il a le soutien du siège et une belle présentation. Gary. Écoute-moi. Cet endroit tourne grâce aux relations humaines, pas grâce à des présentations. Les gens te font confiance. Ils ne connaissent pas Jason, et ils ne lui font certainement pas confiance pour leur gagne-pain. Le deuxième appel a été pour Rachel. Ils peuvent te bloquer l'accès au bureau, a-t-elle dit. Mais ils ne peuvent pas te retirer la confiance des gens. Tu sais ce qui va se passer quand les modifications de Jason vont commencer à poser problème? Les gens vont t'appeler toi, pas lui. Le troisième appel a été pour Eddie. Tu me recommandes ce nouveau gars, a-t-il demandé quand je lui ai annoncé le changement de direction. Je ne recommande rien, je te préviens juste qu'il y a eu un changement de direction. Eddie a tout de suite compris. Dans notre secteur, les recommandations personnelles comptent plus que les organigrammes de l'entreprise. La confiance se gagne en des années, et se perd en quelques minutes. Jason avait peut-être l'autorité de Caldwell, mais il n'avait la confiance de personne. C'est me concernant, c'était hier. Aujourd'hui, toute l'usine s'est arrêtée, parce que les modifications de Jason ont provoqué exactement les pannes de système que je prévoyais. La session de production de la nuit a subi sa première défaillance. En cascade à 4h15. À l'arrivée de l'équipe du matin, plus rien ne fonctionnait. Je suis resté chez moi, laissant mon téléphone rediriger les appels vers ma messagerie vocale. Jason a appelé 8 fois, Caldwell 6 fois. Et le siège social 3 fois. Lisa a appelé une fois pour me donner un bilan. Et j'ai décroché. C'est un désastre complet, a-t-elle dit. Jason court partout avec des imprimés pour comprendre pourquoi les systèmes rejettent les plannings de production. Les protocoles modifiés entrent en conflit avec le microprogramme des équipements. Les ouvriers restent plantés là à être payés sans rien faire, parce que personne ne peut leur dire quoi faire. Que dit Jason? Que c'est un problème temporaire d'intégration, qui sera résolu sous peu. Le souci, c'est que ces modifications ont aussi cassé les routines de diagnostic.
Le système ne peut même pas nous dire ce qui ne va pas, et encore moins comment le réparer. Lisa a marqué une pause. Gary, les gens ont peur. Ils demandent si l'usine va fermer, et s'ils doivent chercher un autre emploi. J'ai raccroché, et je suis allé au restaurant de la rue d'en face, juste en face de l'usine. Le même box près de la fenêtre où j'avais l'habitude de déjeuner. Pendant la phase de construction, offrant une vue parfaite sur l'entrée principale et les quais de chargement. À 11 heures du matin, c'était le chaos. Les camions de livraison se couchaient en file indienne dans la rue, parce que la réception ne pouvait pas traiter les matériaux entrants. Les produits finis restaient bloqués sur le quai de chargement, car l'expédition n'avait plus accès à la base de données des stocks. Le superviseur de nuit était sur le parking à fumer cigarette sur cigarette, essayant probablement d'expliquer à sa femme pourquoi il risquait de rentrer tard. Les ouvriers se rassemblaient par petits groupes près de l'entrée du personnel. Certains vérifiaient leur téléphone, tandis que d'autres parlaient à voix basse. J'en ai reconnu la plupart, Danny Murphy de la station 12 qui avait l'air inquiet, Maria Gonzalez du contrôle qualité qui secouait la tête devant ce qu'on lui racontait. Ce n'était pas juste des employés pour moi, c'étaient des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années, des personnes dont l'expertise avait rendu mon projet possible. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Carl, Jason demande si tu as laissé une documentation cachée qui pourrait expliquer les pannes système. Je lui ai dit que je te transmettrai le message. Un autre SMS de Rachel, les ouvriers demandent si tu vas revenir. Ils veulent savoir s'ils doivent s'inquiéter pour leur emploi. Et puis, l'appel que j'attendais est arrivé. Caldwell, sans plus aucune assurance de l'exécutif confiant de la réunion d'hier. Gary, il faut qu'on parle. Il y a des problèmes techniques avec le déploiement, qui nécessitent ton intervention. Je ne m'occupe plus des opérations. Rappelez-vous. C'est temporaire, juste le temps que nous stabilisions les systèmes. Quel système? Je n'ai accès à aucun système. Un silence. En arrière-plan, j'entendais des alarmes, des cris, et le bruit d'équipements très coûteux laissés au repos. Nous pouvons te rétablir l'accès temporairement, une autorisation d'urgence. J'ai laissé planer le silence un instant. Quel genre d'urgence? La production est à l'arrêt depuis 6 heures. Nous perdons 8 000 $ par heure en livraison manquée. Jason dit que les problèmes sont liés à d'anciens protocoles qui n'étaient pas correctement documentés. D'anciens protocoles. Voilà comment il qualifiait mon travail maintenant. Jason a apporté des modifications aux algorithmes de base sans en comprendre les interdépendances. Les pannes ne sont pas des bugs, ce sont des conséquences directes de ces changements. Autre pause. Peux-tu réparer ça? C'était la question que j'attendais. Pas, veux-tu nous aider? Pas, que recommandes-tu? Mais, peux-tu réparer ça? Parce qu'il savait déjà que j'étais le seul à pouvoir le faire. Peut-être. Il me faudra un accès complet au système, l'autorité opérationnelle, et une garantie écrite que personne ne fera de changement sans mon accord. D'accord. À quelle vitesse peux-tu être ici? Je ne suis pas sûr de vouloir venir. Jason gère la situation, n'est-ce pas? Un regard neuf, une approche moderne, toutes ces meilleures pratiques du secteur. Le silence s'est étiré suffisamment longtemps pour que j'entende davantage de vacarme venant de l'usine, plus d'alarmes, et quelqu'un criant des instructions que personne ne suivait. Gary, s'il te plaît, viens. J'ai fini mon café, et j'ai traversé la rue. Le garde de sécurité qui avait reçu l'ordre de me garder dehors hier m'a fait signe de passer sans même vérifier mon badge. C'est amusant de voir comment les urgences clarifient les priorités. Jason m'attendait dans le hall, ayant l'air d'avoir pris 5 ans une nuit. Son dossier de présentation était coincé sous son bras, mais plus personne ne lui demandait de graphique.
Dieu soit loué, tu es là. Je pense qu'il y a des problèmes d'incompatibilité entre ton concept d'origine et quelques optimisations mineures que nous avons mises en place. Optimisation mineure. J'ai failli sourire. Pendant les 7 heures qui ont suivi, je lui ai fait passer en revue chaque modification, en lui expliquant comment chacune d'elles créait des défaillances en cascade à travers le système. Ce n'était pas de l'incompétence malveillante, c'était de l'incompétence pure et simple. Jason comprenait la théorie des affaires, mais il ne comprenait pas la réalité industrielle. Il traitait l'usine comme un programme informatique qu'on pouvait optimiser avec du meilleur code, sans réaliser que la fabrication est un système complexe où le jugement humain prévient les catastrophes. Les corrections ont pris 10 heures à mettre en œuvre correctement, non pas parce qu'elles étaient compliquées, mais parce que je devais annuler toutes les améliorations de Jason, tout en lui expliquant pourquoi chaque changement était nécessaire. Il prenait des notes comme un étudiant, posant des questions qui montraient qu'il n'avait jamais vraiment compris ce que j'avais construit. Pourquoi le système a-t-il besoin de la saisie de l'ouvrier ici? Ne peut-on pas automatiser cette décision? Parce que Danny Murphy gère la station 12 depuis 8 ans. Quand il dit au système que quelque chose va mal, c'est que ça va mal. Tu veux parier 45 millions de dollars d'équipement sur un algorithme qui n'a jamais vu un roulement commencer à lâcher? À l'équipe du soir, la production était de nouveau en ligne. À la fin de la semaine, nous tournions mieux qu'avant les modifications de Jason. Les ouvriers se sont détendus, les superviseurs ont cessé d'avoir l'air stressés, et les quais de chargement ont retrouvé leur chaos organisé habituel. La réunion du conseil d'administration a eu lieu le mardi suivant. Le ton était différent. Cette fois, les 2 cadres du siège qui avaient hoché la tête pendant la présentation de Jason étaient notablement absents. Caldwell a commencé par des excuses, et a fini par une offre, directeur général de l'usine, 35% d'augmentation de salaire, un rattachement direct à la direction générale, et un siège au comité de planification stratégique. Jason a été réaffecté au poste d'analyste opérationnel, sous mes ordres directs. Une opportunité d'apprentissage, ont-ils appelé cela, une chance de comprendre l'industrie. Depuis le terrain. J'ai accepté les 2 offres. Pendant les 8 mois suivants, Jason a travaillé sous ma supervision, apprenant ce que la fabrication implique. Réellement. Pas la théorie des écoles de commerce, mais la réalité de la gestion. De 380 personnes, de 45 millions de dollars d'équipement, et de planning de production qui se moque éperdument de vos présentations PowerPoint. Il s'est avéré être un analyste correct une fois qu'il a arrêté de vouloir tout révolutionner. Il avait toujours l'arrogance héritée de son père, mais au moins. Maintenant, il comprenait pourquoi les ouvriers riaient quand il suggérait d'éliminer les inspecteurs de contrôle qualité sous prétexte que les machines étaient théoriquement parfaites. Gary, pourquoi avons-nous besoin de 3 personnes pour vérifier chaque lot, alors que les capteurs devaient repérer tous les défauts? Parce que Maria Gonzalez a repéré une micro-fissure sur une poutre de support le mois dernier, une fissure qui aurait provoqué une rupture lors d'un accident de voiture. Vos capteurs disaient qu'elle était parfaite. Au bout de 6 mois de rééducation, Jason a enfin commencé à poser les bonnes questions. Au lieu de « Comment pouvons-nous éliminer ce poste ?» c'est devenu « Pourquoi faisons-nous ainsi ?» Au lieu de « Ne peut-on pas automatiser cela ?» c'est devenu « Que se passerait-il si nous automatisions cela ?» L'usine tourne désormais à 118% de son rendement de base, et le siège applique nos protocoles dans 4 autres sites. J'ai obtenu le pouvoir budgétaire pour une extension de 2,8 millions de dollars, qui créera 95 emplois et augmentera notre capacité de 30%. Le journal local a publié un article complet sur notre retour en force dans l'industrie américaine, ce qui m'a rendu sacrément fier. Mais la vraie victoire n'est pas dans les chiffres.
C'est de parcourir l'atelier et de voir Danny Murphy former 2 nouveaux employés à la station 12. C'est de regarder Maria Gonzalez diriger une équipe d'amélioration de la qualité composée d'ingénieurs et d'ouvriers travaillant main dans la main. C'est de voir Lisa Rodriguez être promue directrice adjointe de l'usine, parce qu'elle a enfin quelqu'un au-dessus d'elle qui valorise la compétence au lieu de la politique. Le projet d'agrandissement a débuté le mois dernier. Nous construisons une nouvelle aile pour le traitement avancé de l'acier, qui servira l'industrie automobile pendant des décennies. Jason travaille sur le plan de mise en œuvre. Mais cette fois, il le fait correctement, il parcourt l'atelier, parle aux ouvriers, et cherche à comprendre les processus avant de tenter de les améliorer. Des gens me demandent si je ne regrette pas de ne pas être simplement parti, d'avoir laissé l'incompétence de Jason tout détruire, et de prouver ainsi mon point de vue. Mais voici ce que j'ai appris, la meilleure des vengeances n'est pas de regarder quelqu'un échouer, c'est d'être tellement essentiel que son échec devient impossible à ignorer, puis d'utiliser ce levier pour construire quelque chose de meilleur. Ils ne m'ont pas seulement retiré l'accès à mon projet, ils se sont privés eux-mêmes de compétences. Quand je suis revenu, ce n'était pas en tant que gars qui sauve la mise, mais en tant que personne qu'ils ne pouvaient plus se permettre de perdre. C'est le genre de victoire qui dure. Il y a 3 semaines, le PDG s'est rendu dans notre usine pour la première fois en 2 ans. Il a passé 4 heures à visiter l'atelier, à poser des questions et à écouter vraiment les réponses. À la fin, il m'a pris à part. Gary, je vous dois des excuses. Nous avons failli commettre une erreur très coûteuse. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Les autres usines ont commencé à demander pourquoi elles n'obtenaient pas des résultats comme les vôtres. Il s'avère qu'on ne peut pas simplement copier les protocoles sans comprendre pourquoi ils fonctionnent. Cet après-midi-là, Jason m'a trouvé dans mon bureau. Pas de dossier de présentation, pas de graphique, juste lui. Gary, je tenais à te remercier de ne pas m'avoir viré. Tu es le fils du PDG. Je ne pourrais pas te virer même si je le voulais. Tu aurais pu me rendre la vie suffisamment misérable pour que je démissionne. Je l'ai regardé un instant. Il avait toujours cette assurance prétentieuse de diplômé de MBA, mais elle était désormais tempérée par quelque chose qui ressemblait à du respect. Jason, je ne t'ai pas gardé pour te torturer. Je t'ai gardé parce que cette industrie a besoin de personnes qui comprennent à la fois la technologie et la réalité du terrain. Tu as les diplômes, maintenant tu acquiers l'expérience. Ne la gâche pas. 2 mois plus tard, Jason a soumis une proposition pour améliorer notre système de gestion des fournisseurs, une bonne proposition, basée sur une analyse solide et sur les retours des personnes qui traitent réellement avec les fournisseurs au quotidien. Je l'ai approuvé. En fin de compte, ils pensaient me remplacer par quelqu'un de moins cher et de plus docile. Ce qu'ils ont fait en réalité, c'est remplacer la compétence par le privilège, pour découvrir que le privilège sans connaissance n'est que de l'ignorance coûteuse. La vraie leçon ne concerne pas la politique d'entreprise ou la trahison professionnelle, elle montre que la véritable expertise ne peut pas être volée, mais seulement acquise. Et lorsque vous essayez de prendre des raccourcis, la réalité se charge de réclamer le paiement avec intérêt. Ces jours-ci, je reçois des appels d'autres usines me demandant des conseils, de jeunes ingénieurs voulant savoir comment construire des systèmes qui fonctionnent vraiment. Et même de quelques diplômés de MBA qui réalisent que leurs études ne les ont pas préparés à la complexité de l'industrie réelle. Je leur dis tous la même chose, commencez par écouter les gens qui font le travail. Ils vous en apprendront plus en 1 mois que les écoles de commerce en 2 ans. Et rappelez-vous que chaque algorithme, chaque processus, et chaque système existe pour servir les gens qui l'utilisent, et non l'inverse. C'est ainsi qu'on bâtit quelque chose qui dure. Ils peuvent voler
votre titre et vous verrouiller la porte de votre bureau, mais ils ne peuvent pas vous voler 26 ans de savoir-faire pratique. Cette connaissance franchit la porte avec vous, et elle ne revient que lorsque vous le décidez. En fin de compte, tous les grands diplômes de MBA et les mots à la mode des entreprises ne valent rien quand les machines s'arrêtent de tourner, et que 380 familles comptent sur quelqu'un qui sait vraiment comment réparer